Plus on regarde loin dans l'univers, plus on remonte dans le temps. C'est une expression assez courante, peut-être que vous l'avez déjà entendue, encore faudrait-il la comprendre. Depuis les années 60, nous savons que l'univers possède une taille incommensurable, mais il n'est pas, et n'a probablement jamais été, éternel. Ce qui semble être la source de toute expansion et d'entropie, c'est le fameux Big Bang, qui porte très mal son nom, survenu il y a 13,77 milliards d'années terrestres. Les premières galaxies ont mis un temps considérable pour se former, et les premières étoiles de l'univers sont uniquement composées d'hydrogène et d'hélium. Est-ce qu'on peut les observer depuis la Terre? Est-ce qu'elles existent toujours? La plus grosse contrainte, c'est la vitesse de la lumière. Si elle paraît incroyablement rapide à l'échelle humaine, elle se déplace très lentement dans le cosmos lointain. C'est pas pour rien si on parle d'années-lumière. C'est parce qu'elle met des milliers, voire des milliards d'années à traverser les amas galactiques. Le ciel que vous regardez la nuit n'est pas le ciel tel qu'il est, maintenant, tout de suite. C'est de la lumière qui, selon notre point de vue relativiste, a mis des millénaires à nous parvenir. Si un objet lumineux se trouve à 10 000 années-lumière, c'est parce que les photons émis par cette étoile ont mis 10 000 ans à venir se coller à votre rétine. Nous ne voyons pas l'objet tel qu'il est aujourd'hui, mais sa version du passé, 10 000 ans en arrière. C'est en quelque sorte remonter dans le temps, même si c'est pas vrai en fait. On voyage pas entre les époques, on a simplement une vitrine vers le passé. En plus, si une galaxie nous montre sa lumière d'il y a 5 milliards d'années, ça veut pas dire qu'elle se trouve actuellement à 5 milliards d'années-lumière de nous. Elle est probablement encore plus loin. Tout bouge dans le cosmos, parce que l'univers est en expansion. On appelle ça la distance comobile, c'est l'éloignement réel des objets en faisant abstraction de l'expansion de l'univers et sans la restriction de la lumière. Ça veut aussi dire une chose. Plus un objet est lointain, plus il est vieux. Et plus il est vieux, plus la version que l'on a de lui est jeune. GN 711, considérée aujourd'hui comme la galaxie la plus lointaine jamais découverte, est à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Mais ce que l'on voit d'elle, c'est sa forme plus jeune, représentée par une sorte de proto-galaxie, une tache rougeâtre un peu informe. Et aujourd'hui, elle pourrait se trouver à plus de 32 milliards d'années-lumière, et sa version actuelle ne pourra jamais être visible par l'humanité. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on a trouvé l'année dernière ce qui semble être l'étoile la plus lointaine de l'univers. En vérité, encore une fois, c'est pas totalement vrai si on prend en compte l'abstraction de l'expansion de l'univers. Mais en tout cas, c'est l'une des plus vieilles jamais découvertes. Le télescope Hubble fait partie d'un vaste programme appelé RELIX, qui, comme son nom l'indique, avec une phénoménale subtilité, cherche des reliques de notre univers. Des galaxies extrêmement lointaines, des objets qui étaient là au commencement de notre réalité. Détecter des perles rares perchées aux confins des ténèbres n'est pas sans difficulté, tant la captation de la lumière doit être importante. Parce qu'avec des distances aussi faramineuses, les photons se dispersent dans l'espace. Plus un objet est loin, plus c'est difficile de le voir. Le 30 mars 2022, une photographie se démarque de la myriade de clichés du ciel profond. D'apparence normale, elle contient une trace rougeâtre qui ne ressemble pas à une structure naturelle. Disons que ça a tout l'air d'une lentille gravitationnelle. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est, il existe dans l'univers des objets, des quasars, des galaxies extrêmement massifs. Et certains sont tellement denses qu'ils dévient littéralement les rayons lumineux venant d'objets qui, selon le point de vue de la Terre, sont derrière eux. Ainsi, une galaxie par exemple, qui n'est pas censée être visible pour nous, le devient subitement mais de manière déformée. Parce que la lumière est déviée à cause d'un autre objet dans notre axe et qui est tellement massif qu'il provoque un effet de lentille. C'est particulièrement visible avec une simulation informatique de trous noirs. C'est même le meilleur exemple pour expliquer ce phénomène. Eh bien, ce que Hubble a capté, c'est ça. Cette trace rouge est une espèce de myriade de petits objets dont la lumière est déviée par une lentille gravitationnelle, provoquée par un amas de galaxies qui est aligné dans l'axe avec la Terre. On n'est pas censé les voir distinctement, mais en fait, si, mais de manière complètement déformée. Le truc fascinant avec ces mirages de l'espace, c'est que non seulement ils dévient la lumière, mais ils amplifient son intensité. Ce qu'on voit est plus lumineux que ce que c'est censé être. Et du coup, ça va aider Hubble à déterminer ce que c'est ce petit objet là, pointé par la flèche blanche. Ça, c'est pas un quasar, c'est pas une galaxie, c'est une étoile. Cette nouvelle va en étonner plus d'un, dont le chef du projet, Brian Welch, de l'université de Baltimore.
D'après les estimations, cette bribe d'étoiles se trouve à 12,9 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui signifie que la lumière qui nous parvient d'elle a été émise il y a 12,9 milliards d'années. C'est absolument incroyable parce que le record d'avant de l'étoile la plus lointaine, qui était également établi par Hubble, était estimé à 4 milliards d'années-lumière après le Big Bang. Là, on est 900 millions d'années-lumière juste après. C'est un bond absolument considérable. Hubble vient d'exploser son propre record, et de très très loin. À une telle distance, les galaxies sont de petites taches informes, et les étoiles sont à peine formées dans les nébuleuses, ce qui n'est pas le cas ici. Elles semblent seules, isolées d'une potentielle nébuleuse ou galaxie. Si on lui colle néanmoins le nom administratif très évocateur de WHL 0137-LS, très poétique, elle va néanmoins avoir un surnom beaucoup plus joli. Earendel. Les fans du milieu reconnaîtront la ressemblance frappante avec Earendil, et c'est normal, c'est fait exprès. Un an plus tard, le télescope James Webb emboîte le pas et photographie Earendel sont son meilleur jour. Et évidemment, la lentille gravitationnelle est toujours là. Même si on a des doutes concernant la possibilité que ce soit un système binaire, les futures observations détermineront si, oui ou non, il s'agit d'un seul astre, ou si c'est la lumière combinée de deux étoiles qui se tournent autour. Il se pourrait qu'Earendel fasse partie de la toute première génération d'étoiles dans l'univers, uniquement composée d'hydrogène et d'hélium, ce qui n'est pas le cas avec des cas plus récents comme le Soleil. Pourtant, elle n'est pas la seule, à l'image de HD1, une galaxie contenant des étoiles dont la lumière que nous recevons d'elle a été émise il y a 13,3 milliards d'années, faisant d'elle des astres potentiellement encore plus lointaines qu'Earendel. Aujourd'hui, compte tenu de l'expansion de l'univers, toutes ces étoiles pourraient se trouver à plus de 30 milliards d'années-lumière de nous. Impossible donc d'observer ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, plus on regarde loin dans le cosmos, plus on a une vitrine vers un passé lointain. Et parfois l'univers ne fait pas de cadeaux. Prenons un exemple. Bételgeuse. Cette supergéante se trouve à 500 années-lumière de nous. Ça veut dire que la lumière que l'on reçoit d'elle dans le ciel a été émise au XVIe siècle. Mais c'est une supergéante en fin de vie. Son cœur peut tout à fait s'effondrer et des couches extérieures rebondissent dessus pour exploser en supernova. Si ça se trouve, Bételgeuse a déjà explosé dans un panache thermonucléaire, mais on ne le sait pas encore, parce que la lumière met 500 ans à parcourir l'espace pour venir jusqu'à notre rétine. Qui plus est, elle peut exploser demain, ou dans 1 million d'années. Earendel est dans le même scénario, mais en beaucoup plus extrême. On s'est rendu compte, à l'aide de mesures incroyablement précises, que sa masse est gigantesque, entre 50 à 100 fois plus lourde que le Soleil, l'intégrant définitivement dans la catégorie des supergéantes les plus lourdes qui soient. Ça signifie que son carburant, uniquement composé d'hydrogène et d'hélium, se consomme extrêmement vite. Et après l'hélium, il n'y a plus d'éléments à synthétiser, donc la gravité l'emporte sur la fusion thermonucléaire et le cœur s'effondre. Plus une étoile est massive, plus la réaction en chaîne est importante. Ça paraît contre-productif, mais c'est comme ça. Et à l'inverse, plus elle est légère, moins la réaction en chaîne est importante, et donc ce sont des étoiles qui peuvent vivre des milliards et des milliards d'années. Earendel a une espérance naturelle de vie de quelques dizaines de millions d'années tout au plus, ce qui est très court. Même si nous l'observons aujourd'hui à travers une lentille gravitationnelle, nous ne voyons qu'une image passée, vieille, de 12,9 milliards d'années. Aujourd'hui, Earendel n'existe plus depuis 12,9 milliards d'années. Elle a explosé en supernova depuis bien longtemps. L'avantage, c'est que son analyse nous permettra d'en savoir plus sur les toutes premières générations d'étoiles dans l'univers. Mais il ne faut pas oublier que cette supernova, à l'échelle de l'univers, justement, a eu lieu un battement de cils après la lumière que l'on reçoit d'elle. Et même avec du matériel exceptionnel, tout ce que nous pouvons voir d'elle, c'est un fantôme. Et en attendant qu'on en sache plus, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres épisodes. À la prochaine!